Bonjour audience et bienvenue dans cette vidéo qui pour vous démarre seulement maintenant alors que pour moi ça doit faire 10 ou 15 fois que je redémarre. Pourquoi me direz-vous? Ou même si vous ne le dites pas, je vous explique quand même, car c'est un peu ma vidéo. Quand on veut s'attaquer à un jeu comme Nucleum, quand on veut en faire une critique, en tout cas essayer d'en avoir une analyse, il est important de trouver déjà quel angle, par quel bout on va parler du sujet, et surtout de comment on va amener ça, pour que ça reste cohérent, logique, un peu comme je l'avais fait pour la vidéo de Hot Room, où il y a tout un déroulé, peut-être parfois un peu trop long pour certaines personnes, mais en tout cas, qui a une logique. En gros, à la fin de Hot Room, et je vais vous spoiler comme ça si vous n'avez pas vu la vidéo, vous économisez 1 h 15 de votre temps. À la fin, je explique pourquoi le jeu est nul. C'est pas juste gratuit, c'est pas juste des avis comme vous pouvez voir sur plein de vidéos sur internet où on vous donne en 3-4 cuillères, non, comment on dit ça, en 3-4 cuillères à soupe, à pot, je ne sais plus, mais bref. Euh, En gros, on vous dit c'est nul, c'est génial, foncez-y, je vous le recommande, etc. Il n'y a pas d'argumentaire. C'est une conclusion directe, sans argument, et je conçois qu'on peut s'en accommoder, etc. Je ne vous juge pas, audience, mais sachez que je porte un œil sur vous, quand même. Euh, non, c'est pour expliquer qu'en fait, il y a une cohérence de démonstration pour arriver à notre conclusion. Pour ma démonstration à Nucleum, comme vous pouvez le constater, nous sommes partis pour des heures et des heures de discussion, car le gars prend des chemins détournés, fait des voix un peu bizarres à son petit café, donc de temps en temps, il va faire des pauses gustatives. Bref. Donc, installez-vous confortablement, nous allons voyager au pays des nucléums. Donc, je disais, comment on entre dans cette critique? Pour moi, le plus important, et c'est quelque chose que parfois euh, les créateurs de contenu ou les créatrices omettent de préciser, mais je pense que toute œuvre, euh, et le jeu de société en est une, donc, commence par une promesse ou des attentes. En l'occurrence, il y a une promesse ludique, et puis il y a les attentes d'un joueur. Moi. Oui, car je suis autocentré, étant donné que c'est ma vidéo. Bref. Arrêtons les billevesées et lançons-nous dans l'affaire. Moi, la première fois que j'ai vu Nucleum, c'était une boîte posée sur une table chez un ami. Je n'avais jamais entendu parler du jeu. Et donc, pour moi, la première chose, donc je n'avais aucune attente, évidemment. Je ne savais même pas qui étaient les auteurs à ce moment-là. J'ai juste vu ce gros Nucleum vert, là, sur cette couve marronasse. Euh, et ça a tout de suite été pour moi, j'ai vu une belle promesse. Pas forcément dans la qualité visuelle, en tout cas la teinte de l'illustration, mais pour moi tout de suite, dans mon petit cerveau, j'ai vu l'ère victorienne, une espèce de chef d'entreprise ou de maire ou je ne sais pas, en tout cas une femme qui prend les devants, qui inaugure cette centrale nucléaire, en tout cas qui semble, et le titre en tout cas m'invite à penser cela, puis au premier plan toute une foule de gens, donc c'est la révolution industrielle, et pour moi immédiatement j'ai pas besoin d'aller plus loin pour imaginer que nous sommes dans une uchronie, ou en tout cas nous sommes dans quelque chose d'un peu steampunk. Voilà, c'est ma première analyse. Évidemment, je demande, et what is it? What is this Nucleum? Et on m'explique le pitch rapidement, et tout de suite, je trouve qu'il y a une belle promesse, et ça crée des attentes. C'est pas toujours comme ça, hein. Des fois c'est corrélé, donc parfois les promesses et la promesse en tout cas, et les attentes convergent, parfois pas du tout. Donc ça peut être des belles surprises ou des belles déceptions aussi. Dans un autre cas où ça ne marcherait pas, je vais vous donner l'exemple. Pour moi, ça a été par exemple l'annonce de mise en production du prochain film de Nolan. Il n'y a pas de promesse, puisque c'est juste Nolan, on ne sait rien, ni son pitch, ni rien, en tout cas au moment où l'annonce de la production, mais pour moi, ça génère énormément d'attentes, parce que je suis fan de Nolan, parce qu'il y a une histoire derrière, etc., etc. Évidemment, depuis, on sait quelle est la thématique du film, ça va être l'Odyssée,
donc encore plus, donc là, une belle promesse, encore plus d'attente, etc., etc. Donc voilà, je trouve que c'est assez important de prendre ça en compte pour bien comprendre la suite. Donc pour Nucleum, la promesse ludique, en fait, elle est alléchante. D'abord, le thème, donc je l'ai dit, uchronie industrielle, alimentée à l'énergie nucléaire au 19e siècle. Autant dire que ça, c'est pour le moins un peu original, ça change. Alors c'est pas le seul jeu, uchronie, etc. Mais pour moi, fan de science-fiction, je trouve toujours ça, voilà, ça me parle, ça me donne envie. Donc la promesse, elle est très forte et elle génère immédiatement énormément d'attentes de ma part. Deuxièmement, les auteurs, évidemment, le fait que du coup, les auteurs m'induisent immédiatement la taille de boîte, l'éditeur, Board and Dice. Alors, si d'un côté, Board and Dice, j'ai un peu l'image d'un éditeur dont les qualités matérielles ne sont pas à la hauteur de nos attentes, malgré tout, je sais qu'il y a une certaine finition dans ces jeux. Je parle là pour le côté ludique, mécanique. Les auteurs, ce sont des auteurs réputés aussi bien pour ce qu'on va appeler, pour les gens qui s'y connaissent un peu, l'Eurogame, même si j'aime pas trop ce terme. Mais en tout cas, voilà. On va dire que tous les éléments sont en train de se mettre en place pour moi, pour avoir quelque chose de magique. On a donc d'un côté, en plus, l'alliance de deux auteurs qui, à ma connaissance, n'avaient pas encore travaillé ensemble à ce moment-là. Nous avons Simone Luciani et David Turczi. Donc on peut dire que on a le meilleur du classique et du moderne dans le game design contemporain. Donc forcément, tout est là pour faire plaisir. Il faut savoir que depuis que j'ai joué au jeu, que j'ai fait pas mal de parties, il y a quelque chose que j'ai souvent vu, c'est tout de suite une référence à Brass ou Barrage. Moi, à ce moment-là, je n'ai pas du tout ces références-là. D'abord parce que ce ne sont pas des jeux que j'apprécie, donc que j'ai beaucoup pratiqué. Voilà, c'est comme ça, en tant que goût. Je reconnais j'allais dire leurs compétences. Je vais pouvoir les embaucher, évidemment. Donc, je reconnais leur qualité, évidemment. Mais voilà, ce ne sont pas les jeux. Donc, moi, en fait, je ne suis pas en train de me dire, à ce moment-là, waouh, je vais être dans un jeu qui ressemble à ça ou pas du tout. Moi, j'ai juste une envie, c'est de me dire, ok, la promesse du jeu, c'est de gérer des industries, j'imagine. En tout cas, on va voir là-dessus. Donc, les auteurs, on a donc alors je vais passer vite, parce que vous connaissez quand même, je pense que les gens qui vont regarder cette critique, qui n'est déjà que trop longue, car nous sommes déjà à plus de 8 minutes. Donc d'un côté, Simone Luciani, game designer italiano, dont le palmarès fait rêver n'importe quel créateur de jeu, évidemment, Tzolk'in, Marco Polo, Grandostria Otello, Lorenzo il Malefico, et que des jeux en holo, bon bref. Donc que des bangers, des incontournables du genre, quoi. J'ai envie de dire, il y a presque rien acheté dans sa ludographie. Donc une carrière magnifique, une carrière qu'on pourrait qualifier d'alchimiste, tout ce qu'il touche, ouh là là, ça se transforme en banger. Donc des œuvres majeures, évidemment. Des œuvres majeures, mais très souvent quand même, qui traitent de moments historiques, de périodes historiques. Si on prend Tzolk'in, civilisation maya, la Renaissance italienne, quand on prend Grand Austria Hotel, c'est un hôtel viennois, rien à voir avec le chocolat évidemment, ni le café. Donc, ce sont des jeux avec quand même une vraie profondeur stratégique à chaque fois, et aussi, je pense que on peut dire que chacun de ces jeux, à sa manière, a innové dans ses mécaniques, dans ses propositions ludiques. Ce sont souvent, on pourrait même parler de systèmes mathématiques bien huilés. Voilà. Donc on sent que
c'est un auteur qui aime ce qu'on pourrait appeler la planification à long terme, le multiple scoring, évidemment, et plus on y joue, plus on apprécie, plus on prend en grade, on s'améliore, etc. Ce qui renforce encore plus, je trouve, le plaisir ludique. On l'oublie trop souvent, mais parfois la question qui est posée par les gens, c'est est-ce que c'est rejouable? Pour moi, c'est pas une bonne question. Est-ce que c'est rejouable? C'est plutôt, est-ce que c'est en rejouant que tu vas augmenter ton plaisir ludique? C'est pas est-ce qu'on peut y rejouer, c'est surtout qu'est-ce que ça va t'apporter d'y rejouer. Et ça, c'est pas une question de variabilité ou quoi, c'est une question de profondeur, de stratégie, de multiples voies de scoring. Ça, c'est important, c'est-à-dire pouvoir choisir un angle, comme dans cette vidéo, un angle d'approche, et de s'y tenir. Ce qui n'est pas le cas de cette vidéo, vous l'avez bien vu, nous partons dans tous les sens. L'autre jambe du duo, c'est David Turczi, sacré mollet d'ailleurs. Donc lui, c'est plutôt un game design un peu différent. Donc David Turczi, il est hongrois, et surtout il est très connu pour notamment ses modes solo, ses structures lui aussi pour le coup complexes, avec des jeux très souvent simplistes, avec des mécaniques simplistes, postes d'ouvriers, etc., mais qui demandent pareil de l'investissement pour profiter pleinement du jeu. Moi, j'adore Anachronie, évidemment, hein, Anachronie, donc chez nos amis, j'allais dire chez nos amis polonais, Min Clash Game, Anachronie qui est aussi un jeu de SF. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'était adapté d'un roman hongrois ou polonais, je crois polonais, hein, d'un roman de SF assez connu. En tout cas, inspiré. C'est pas adapté, c'est plutôt inspiré. Et surtout, il avait une mécanique impliquant le voyage temporel dans Anachronie, qui est peut-être, même si très léger, qui est très certainement une des seules réussites dans tous les jeux de société, hein, d'ailleurs, d'adaptation de systèmes de voyage temporel. Je pense que c'est le Graal de beaucoup d'auteurs, en tout cas c'est le Graal de beaucoup de joueurs en termes d'attente, d'avoir un jour un vrai jeu de science-fiction basé sur les voyages temporels. Je pense qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment le fait du matériel, etc., puisque ce qu'on imagine dans le voyage temporel, c'est bouger quelque chose du passé pour que ça ait un impact dans le futur, sans que ça soit trop lourd à gérer, etc. Et donc je trouve que cette petite ligne temporelle dans Anachronie, toute simple, permet déjà, en tout cas il a réussi lui, à ce que ça fonctionne. Ça fonctionne, je parle en termes d'immersion et de compréhension. Ce n'est qu'un petit aspect du jeu, même si assez intéressant, mais voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on parlera d'un jeu de voyage dans le temps dans pas longtemps, dans une autre vidéo. Ceci est une promesse, et donc je viens de générer des attentes. Donc ensuite, il a aussi fait, il a travaillé sur Perseverance, il a fait Die Settlers, etc., etc. Plus les modes solo, bref. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est pas... J'allais passer sur le mode solo. En fait, il a fait des modes solo pour des jeux qui n'étaient pas les siens, mais c'est surtout qu'il a une certaine obsession pour les automates, pour ne pas justement être dans ce qu'on va dire le mode solo j'allais dire à la papa, à la Agricola, etc. C'est-à-dire battre son score, etc. d'une partie à l'autre. Lui, il veut vraiment nous mettre dans une situation où on affronte un joueur virtuel qui peut aussi nous proposer un vrai challenge. Donc ce ne sont pas juste des modes solo à la papa, mais ce sont plutôt comment dire, des modes solo sophistiqués. Ce qui est le cas d'ailleurs dans Nucleum. On peut dire que Turczi, c'est aussi, alors si Simonette Luciani a déjà une certaine aura, il n'a plus rien à prouver, je pense que Turczi, même si parfois il peut être un peu plus décrié, c'est quand même un auteur, déjà c'est un game designer très prolifique, mais surtout, il a quand même énormément de succès à son palmarès, et
finalement, son style à lui, comparé à Luciani, c'est plutôt une certaine profondeur tactique. Là où Luciani était plutôt sur de la stratégie, c'est-à-dire un plan au long cours, Turkcell, lui, est plus dans la tactique, donc sur, comment dire, sur du court terme, sur notre action, etc. Et puis il aime bien les systèmes exigeants. Donc on le voit hein, dans ces jeux, chaque action va avoir des multiples conséquences. Quoi. Et on le sait, hein, capable de concevoir donc des automates qui sont assez malins pour simuler donc des adversaires virtuels, ben, ça veut dire aussi qu'il a un esprit très pointilleux sur les mécaniques. C'est ça, son regard à lui, je pense, entre les deux. Réunir Luciani et Turkcell sur un même jeu, c'est donc fusionner l'élégance à l'italienne et la rigueur mécaniste et l'originalité structurelle hongroise. Fait intéressant, le jeu Nucleum vient de Turkcell. C'est-à-dire que il a abordé, d'ailleurs c'est intéressant de se pencher là-dessus, Turkcell a une approche, il n'est pas parti d'une mécanique, il n'est pas parti d'une thématique, il part toujours de la boîte de jeu. C'est marrant, hein. Il se dit, ok, là, quand il a des idées, évidemment, avant de développer ses idées, il réfléchit à dans quelle boîte il va pouvoir les mettre. C'est-à-dire, soit il veut faire quelque chose de très exigeant et il ira chez Min Clash Game, soit un peu moins exigeant, ce qui est le cas pour Nucleum, il le voit déjà dans cette boîte chez Board & Dice, etc. Il faut savoir que Board & Dice, c'est Min Clash Game, Board & Dice, ils habitent, c'est Hongrie, Pologne, hein, c'est tout ce coin-là, et donc Turkcell, il est chez les uns et les autres quasiment toutes les semaines. En tout cas, je sais que il a quasiment son set de table attitré chez Min Clash Game. Donc forcément, ce sont des jeux, des protos qui tournent là-bas chez tout le monde. Donc, c'est marrant de se dire, ok, c'est lui qui a d'abord, il est parti sur l'idée de, ok, ça sera pour Board & Dice. Donc il voit déjà la complexité de son jeu, comment il va la restreindre, comment il va... je trouve ça assez fou de réfléchir comme ça, parce que j'avoue que j'aurais plutôt penché pour soit le côté mécanique, soit le côté thématique, et à la fin de se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut élaguer, qu'est-ce qu'il faut rajouter éventuellement. Là non, c'est d'abord on se dit, ok, ça sera pour telle gamme, et après on va positionner tous les éléments autour. Il commence à développer le jeu, et puis il pense à ce système, un système en tout cas de réseau. Et il se dit, quel est le meilleur auteur de jeu qui a déjà travaillé sur des jeux en réseau? Forcément c'est Luciani. En tout cas c'est comme ça qu'il imagine la chose, puisque Luciani avait travaillé notamment sur Barrage, hein, il a co-créé Barrage, et donc c'était des barrages hydroélectriques. Donc il s'est dit, c'est la bonne personne. Il le contacte et ils tombent d'accord pour travailler ensemble. Une relation que Turkcell lui-même dit excellente. Parmi tous les co-auteurs avec qui il a travaillé, pour le coup, il y avait une vraie dynamique ensemble. Ils étaient, en tout cas, toujours sur la même longueur d'onde. C'est intéressant aussi de voir tout ce que Luciani a apporté comme idée, comment ils ont changé la thématique pour finalement arriver à ce côté de nucléaire, puisqu'à l'origine ça ne devait pas être ça. Ils voulaient un réseau électrique. En fait, c'est comme ça qu'ils ont réfléchi. Hein. Si on fait un réseau, ça sous-entend quoi? C'est quoi le plus simple? C'est le réseau d'électricité. C'est ce qui est le plus représentatif. Du coup, électricité, oui, mais ça serait mieux d'avoir du charbon, du machin, etc. Donc c'est par itération comme ça où ils ont des bonnes idées et où ils vont travailler au fur et à mesure le jeu. Turkcell aussi aime toujours la thématique technologique, hein, comme pour Anachronie. Donc ils restent sur cette idée-là, mais ils se sont dit, le problème du nucléaire, c'est qu'on ne peut pas l'avoir. Ils voulaient absolument être dans un jeu un peu à l'époque victorienne, et
en tout cas début du siècle, et donc forcément, le nucléaire n'y était pas encore. Et c'est là qu'est arrivée cette idée de la thématique et de l'Uchronie. Donc c'est plus par nécessité pour rester dans leur carcan qui était un jeu qui se voulait être un jeu de réseau, qui à mon sens ne l'est pas du tout, et une époque temporelle. Et donc c'est comme ça qu'ils ont fait rentrer le tout dans la boîte. En tout cas, quand on joue au jeu, on ne peut que constater, oui, qu'il est à la fois, c'est un jeu assez calculatoire, hein, donc là on peut dire qu'on retrouve un peu l'école italienne, et puis plein de sous-systèmes qui complexifient le jeu, où là on peut dire qu'on retrouve Turksey. En tout cas, pour l'instant, un duo de choc. Nous allons voir si le choc a été mental ou physique. Tant qu'on est sur le thème, puisqu'on était là-dessus, l'Uchronie, ça peut être intéressant. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler ce qu'est l'Uchronie, mais en fait, si, parce que je sens que vous avez besoin qu'on vous rappelle les choses, car vous pensez tout savoir, mais vous ne savez rien. La preuve, si je vous dis, mettez un pouce bleu, et puis abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Si vous êtes en train de cliquer sur abonnement, c'est justement que vous n'écoutez pas. Ça fait des mois et des mois qu'on vous dit que s'abonner ne sert à rien. Donc vous voyez, il faut qu'on vous rappelle les choses. Bref. Uchronie, qu'on pourrait résumer par « et si ». Et si, le classique, hein, et si Hitler avait été tué avant la Seconde Guerre mondiale, et si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours et si Hitler. De toute façon, l'Uchronie, la moitié du temps, c'est les nazis. Va savoir pourquoi, ça fascine les gens. Et l'autre moitié du temps, c'est autre chose. Mais bon, bref. Donc l'Uchronie, hein, c'est ça, c'est une réécriture de l'histoire à partir d'un élément précis dans le passé qui va être modifié. On a sauvé Kennedy, JFK de son attentat, de son assassinat, on a changé telle chose, quoi. D'ailleurs, je crois que l'Uchronie est arrivée au 19e siècle, hein, si je dis pas de bêtises, donc ça correspond bien à l'époque victorienne, et c'est un peu basé sur le même modèle que l'utopie. Ça vient à peu près au même moment. D'ailleurs, ça signifie étymologiquement non-temps, donc un temps qui n'existe pas, que les moins de 20 ans, bref, un déroulement alternatif de l'histoire humaine. Donc on l'a dit, l'auteur d'une Uchronie choisit un point de divergence historique, et ensuite on explore les conséquences de ce point de divergence. C'est, moi, ce que j'aime dans l'Uchronie, c'est ce côté un peu fantasme, et en même temps, parce que ça parle d'un autre monde, puisque nous ne l'avons pas connu, et en même temps ça parle de nous. Ça reste quand même des œuvres culturelles qui explorent notre monde, à grands coups d'Uchronie, en réalité. On pense à Philippe Cadic, évidemment, avec son maître du Haut-Château, qui imagine donc c'est l'Allemagne nazie et le Japon qui ont remporté la Seconde Guerre mondiale, au lieu des Alliés. Donc d'ailleurs, je vous recommande la série télé, même si elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de son œuvre. Mais dans le contexte historique actuel, c'est une œuvre majeure, finalement, puisqu'elle nous offre une vision troublante du XXe siècle, où la démocratie aurait cédé face au totalitarisme. Peut-être que nous vivons dans une Uchronie, déjà. Que le totalitarisme a déjà gagné. Bref. Peut-être que je me trompe sur l'histoire. Mais bon, je ne sais pas. On a d'autres romans, évidemment, donc c'est souvent le Troisième Reich qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. En général, ce sont des œuvres qui nous questionnent sur notre monde contemporain, sur notre démocratie, sur nos démocraties. Moi, celle que j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je la ressors à chaque fois, ça reste quand même la série d'Apple TV+, For All Mankind. Voilà, j'ai dit avec mon accent. Donc, qui est une course à l'espace où ce ne sont plus les Américains qui ont posé les premiers le pied sur la Lune, mais ce sont les Soviétiques. Et donc, c'est cette guerre froide qui ne s'est jamais arrêtée. C'est une Uchronie
extrêmement bien travaillé, original déjà, puisque du coup, c'est qu'est-ce qui se serait passé si la course à l'espace ne s'était jamais arrêtée, avec évidemment des chamboulements aussi bien au niveau des droits sociaux que finalement des contextes géopolitiques. Malgré tout, ça reste une vision très, comment dire, capitaliste à terme, mais je trouve que, au-delà d'être une uchronie, c'est presque une utopie dans cette série, puisque les droits, euh, les droits sociaux évoluent très vite, que ce soit l'égalité femmes-hommes, que le droit LGBTQ+, etc. Donc il y a même les discriminations raciales. Donc il y a vraiment une vision utopique que cette course en fait à l'espace oblige les gens à évoluer, parce que bah, c'est simple, hein, si tu veux être le premier à faire quelque chose, bah, si les autres posent, c'est une femme qui pose le premier pied sur la Lune, il faut que ce soit nos femmes à nous et pas celles des soviétiques. Je dis à nous les Américains parce que c'est un peu vu de ce côté-là la majorité du temps, même si les deux nations sont au cœur du récit. Et donc tout ça oblige en fait bah, des gens à progresser, à faire avancer la place des uns et des autres, des unes et des autres. Donc c'est presque une utopie, hein, je dirais. Et ce qui est, moi j'adore dans cette série du coup, puisqu'on nous montre à voir cette utopie, c'est que ça nous renvoie à notre monde à nous, qui du coup se place comme être une dystopie. Donc c'est notre monde à nous qui finalement est pas est l'Uchronie qui a raté, quoi, si j'ose dire. Donc voilà, donc l'Uchronie, c'est vraiment pour moi une vraie promesse. Euh, alors, dans les jeux de société aussi, hein, il y a déjà eu l'Uchronie. Je pense que le plus connu, le plus communément admis, c'est Sight, où voilà, on est dans une Europe des années 20, une Europe alternative, avec des énormes mechas steampunk, voilà, qui arpentent les champs aux côtés de paysans, de paysous. Donc une vision rétro-futuriste, hein, qui était issue, alors j'ai une petite note, de l'imaginaire de l'illustrateur Jakub Rosalski, voilà, pour éviter de dire des conneries. Donc c'est ça, hein, j'espère que je le prononce bien, sinon pardonnez-moi. Donc toutes ces œuvres, en fait, qu'elles soient littéraires, filmiques ou ludiques, ben, en fait, elles partagent tous le pouvoir de nous captiver, quoi. Puisque ça mélange le familier et l'inconnu. Et puis ça joue avec nos repères historiques, soit sous forme de clin d'œil, soit au contraire, c'est un miroir déformant sur notre passé, et donc ça nous permet d'avoir, comme je l'ai dit, une critique de monde moderne, ou un avertissement aussi de ce que pourrait devenir notre monde moderne si on n'y fait pas attention. Et puis parfois c'est juste du divertissement aussi, et parfois c'est les deux. Donc Nucleum, eh ben, en fait, il s'inscrit parfaitement dans cette vague uchronique, quoi. Puisque son postulat, c'est et si l'énergie nucléaire avait été maîtrisée dès le 19e siècle? Vous avez 3 heures. Donc en fait, ça bouleverse la révolution industrielle, ça l'envoie sur une voie futuriste avec plus d'un siècle d'avance. Donc le point de divergence, c'est 1850 en Saxe, donc c'est une région d'Allemagne centrale, pour ceux qui n'ont pas suivi leur cours d'histoire ou de géographie. Et donc c'est une scientifique de génie, donc Elsa von Frühfeld. Voilà, espérons aussi que je maîtrise parfaitement son nom. Donc c'est celle qu'on voit, hein, sur la fameuse couverture, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc elle parvient à construire le tout premier réacteur nucléaire. Nucléum. Donc ça, tout ça est présenté dans le jeu. Donc Elsa, elle présente au roi de Saxe une machine utilisant de l'uranium récemment isolé pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur, entretenant ainsi une réaction en chaîne qu'elle appelle atomisation. Son dispositif, le nucléum, fonctionne comme un moteur autonome alimenté par l'atome. Cette invention miraculeuse lance une ère nouvelle. En quelques décennies, la petite monarchie saxonne se transforme en fer de lance de la science et de l'ingénierie européenne, grâce à l'essor de l'énergie nucléaire.
Une génération plus tard, l'action du jeu débute alors que les industries d'ailleurs saxonnes, ont un appétit insatiable pour l'énergie. Et là, nous retombons sur nos moutons. Nous sommes dans notre monde, en fait. Donc partout, on réclame la construction de nucléums supplémentaires, l'importation accrue d'uranium de la Bohème voisine et l'expansion de réseaux de chemins de fer et de lignes à haute tension pour acheminer cette puissance atomique vers les grandes villes de Saxe. Donc nous incarnons justement des industriels, inventeurs de cette Saxe uchronique, rivalisant d'ingéniosité pour s'attirer les faveurs du roi et dominer ce boom technologique sans précédent. Remplacer la Saxe par une certaine vallée aux États-Unis, et nous sommes plus du tout dans l'Uchronie, nous sommes dans la métaphore. Bref. Donc, Uchronie victorienne, je le disais, donc presque du steampunk, puisque on pourrait retrouver l'esthétique du 19e siècle, les locomotives, les chapeaux de forme, les inventions, etc. Mais comme on est sur l'atome, en fait, le nucléum, on est dans ce qu'on appelle l'atome punk, puisque dans le steampunk, il y a comment ça s'appelle, le diesel punk, il y a l'atome punk en fonction des moments où ça se passe. Donc là, on est vraiment dans un sous-genre du sous-genre, mais donc un genre. Voilà. Ici, on aime tous les genres, de toute façon. Évidemment, tout ça nous fait penser à du Jules Verne, à du H.G. Wells, en tout cas, des visions d'un passé réinventé où la science dépasse la réalité historique. Nucléum joue dans la même cour imaginative. Il nous invite à rêver une histoire où l'électricité nucléaire, au lieu du charbon, pur, aurait alimenté trains et usines sous le règne de Napoléon III. Donc une perspective riche en promesses narratives, du moins en théorie. Car nous verrons que dans la pratique du jeu, le traitement de ce thème reste bien particulier. Bref. La critique, car nous avons mis des heures et des heures pour arriver à ce point culminant. Passons à la critique à proprement parler de Nucléum. Que vaut vraiment le jeu? Oui, je prends mon temps pour boire mon café. Vous êtes trop pressé. Donc, nous allons voir plus en profondeur de quoi parle le jeu, l'expérience de jeu, ses forces et ses faiblesses, et la manière dont il exploite, ou non, son thème uchronique dans le contexte actuel. Commençons par le commencement. Je remarque que souvent je vais regarder à droite à gauche parce que j'ai la deuxième caméra de secours, et qu'en fait, on la verra pas à l'écran. Donc souvent je dois avoir les yeux qui partent en cacahuète. Bref. Cacahuète, c'est une private joke pour ceux qui savent. Commençons par le commencement. Nucléum, c'est un jeu de gestion et de construction de réseau. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Chaque joueur dispose d'un plateau personnel, puisqu'il représente ses avancées technologiques et les infrastructures qui sont en développement. Le cœur du jeu, en fait, réside plutôt dans un astucieux système, on peut dire astucieux, c'est vraiment ce qui fait tout l'intérêt pour moi du jeu, c'est un système de tuiles d'action recto-verso. Ces tuiles d'action, on va pouvoir soit les poser directement sur le plateau afin d'agrandir son réseau de voies ferrées, et dans ce cas-là, notre tuile d'action est totalement perdue, puisqu'elle reste définitivement sur le plateau. Soit on va pouvoir la positionner sur notre plateau personnel, faire les deux actions qui sont dessus, et autre possibilité, on va pouvoir récupérer au moment où on le souhaite, c'est une troisième action qui va nous permettre de sorte de reset, on récupère toutes nos tuiles actions qui étaient positionnées sur notre plateau personnel, on récupère évidemment des ressources, et on se retrouve avec à nouveau toutes nos actions disponibles. Donc, tout l'intérêt, c'est à quel moment je vais faire ce fameux reset, à quel moment je vais me séparer de certaines tuiles actions pour agrandir mon réseau, quel est le moment le plus opportun par rapport aux adversaires, et puis on a aussi récupéré des nouvelles tuiles actions, etc. Donc il va falloir gérer tout ça. Dans les possibilités que nous offre le jeu,
il y a évidemment construire des bâtiments. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a construit les bâtiments, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Il va falloir les alimenter. Et c'est là que on va gagner des points, on va gagner des étoiles, etc. pour des scoring de, comment dire, de intermédiaires avant le scoring final. Tout l'intérêt va être de combiner tout ça. On retrouve le côté Turkcy, c'est-à-dire le côté opportuniste à court terme, donc savoir réfléchir sur ces dilemmes, qu'est-ce que j'utilise tout de suite, qu'est-ce qui est le plus important à faire tout de suite, et on a le côté Luciani à long terme, c'est-à-dire être capable de se projeter, de savoir est-ce que je peux sacrifier telle action, ou est-ce que j'en ai suffisamment d'avance pour pouvoir ne pas me priver de ça, etc. C'est un jeu qui peut être punitif, on peut vraiment se tirer une balle dans le pied, donc ça demande quand même une certaine charge cognitive, un certain investissement. On peut se tirer une balle dans le pied, comme je l'ai dit, mais le jeu, il est complètement dans l'air du temps, puisqu'il propose en permanence des récompenses. C'est-à-dire, on récupère toujours, quoi qu'on fasse, des ressources, des moyens de de se réarmer, en tout cas de revenir dans la partie, etc. Il n'y a pas un côté win-to-win, il y a plutôt un côté, on peut come back, comme on dit. Excusez-moi, j'ai plein de termes techniques, mais voilà, soyons précis, soyons précis. Et c'est là que pour moi, déjà, il va y avoir des petites faiblesses. Alors, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de point de vue, et ce n'est pas important, mais je trouve que le fait de vouloir satisfaire absolument, d'un côté, les joueurs et joueuses d'aujourd'hui, au fait qu'il faut toujours de la dopamine, hein, vous savez, donc il faut toujours qu'on soit récompensé en permanence, qu'il n'y ait pas de mauvais coups, entre guillemets, même si je l'ai dit, il peut y avoir un côté punitif. Hein. On peut vraiment se faire mal dans le jeu et prendre un sacré retard. Parfois, c'est rattrapable, parfois on a flingué sa partie, vraiment, hein, si on n'est pas capable de repartir. Typiquement, vous utilisez une de vos tuiles actions pour créer un rail sur le plateau, un rail qui ne vous sert pas à grand chose, et vous vous privez d'une action que vous n'avez plus, donc vous ne pouvez plus faire l'action, ça devient très compliqué. Bref. Donc je disais, ouais, ce système de récupérer de l'argent, de l'énergie, des choses un peu tout le temps, fait qu'on n'est jamais vraiment en sensation d'avoir fait un mauvais coup ou un moins bon coup, parce qu'on a toujours cette petite récompense. Pour ce faire, ils ont un système qui est ce qu'ils appellent les contrats, donc qui est quelque chose qui va alimenter la machine à récompense tout le temps. Les contrats, ça permet de les récupérer, c'est une action, et surtout, c'est des choses plus ou moins faciles à récupérer. Parfois même, quand on récupère le contrat, il est quasiment déjà fini, sachant qu'on ne peut pas avoir plus de contrats, on ne peut pas en faire plusieurs à la fois, c'est un par tour de jeu malgré tout, mais ça reste quand même une alimentation permanente de bonus. Moi j'y vois de mon côté, je ne suis pas fan de ce système, mais à la limite on peut se dire, on s'en fout, que t'aimes ou que t'aimes pas. Pourquoi je n'aime pas et pourquoi je trouve que c'est pas forcément un système très intéressant? C'est parce qu'il me donne l'impression de venir en fait pallier justement à la rudesse du jeu. Il y a un petit côté, ok, on a fait un jeu qui peut être un peu violent par moment, un peu difficile, et pour éviter, pour le aplanir ça, pour le rendre un peu plus bombesque dans le sens bombec, un peu plus sucré, suranné, etc., suavemente, et ça mais... Bon, bref, vous avez compris. On a rajouté ce système de contrat. Alors certes, c'est très intéressant, ça demande une fois de plus, on est plus là pour le côté opportuniste de Turkcy que le côté Luciani où on prend du temps, on se développe sur le long terme. Moi je trouve que c'est un truc en plus, un truc en trop, je pense qu'on peut s'en passer. Malgré tout, ça fait tourner le jeu, ça amène en fait une surcouche de réflexion qui me semble plus un palliatif plutôt que vraiment quelque chose de nécessaire à faire fonctionner le jeu. Il y a même d'ailleurs un des défauts qui est associé à ça, c'est que toutes les...
je disais, on le voit, hein, c'est un jeu, on disait tout à l'heure Eurogame, on pourrait dire Eurogame complexe en réalité. Euh, Toutes les infos sont visibles un peu partout. Il y a énormément de symbolique pour nous rappeler quelles sont les actions, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a même d'ailleurs, pour la mise en place du jeu, qui peut être assez conséquente, toutes les infos sont sur le plateau aussi, donc on n'a pas besoin de réouvrir les règles, etc. constamment pour savoir quelque chose. Il y a juste un truc, c'est justement lié à ces contrats, il y a une seule règle qu'il faut apprendre par cœur. Et c'est une règle que justement on oublie presque systématiquement ou très souvent, qui est le fait de, je vous ai dit, une fois qu'on a rempli le contrat, c'est-à-dire juste avoir les prérequis nécessaires à ce contrat, il est réalisé et on gagne des bonus. Sauf que quand on construit une voie ferrée, donc quand on utilise une de nos tuiles actions, pas sur notre plateau personnel, mais sur le plateau principal, à ce moment-là, on ne peut pas honorer les contrats. Et ça, c'est rappelé nulle part, et c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est-à-dire que factuellement, on va, sans faire attention, sans faire exprès, un peu tricher, puisqu'on va pouvoir réaliser les contrats à n'importe quel moment, alors que non, il y a certaines conditions quand même. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelques petites erreurs comme ça, qui demandent une charge cognitive plus importante, et qui, à mon sens, sont des petits défauts de conception. Ok, on peut s'en passer, etc. Mais un défaut est un défaut, qu'on le veuille ou non. Je parlais tout à l'heure du reset, ou ce que j'aurais dû appeler la recharge, le moment où on régénère des revenus, on récupère des ressources, on récupère notamment cette tuile action. Donc c'est quelque chose que on retrouve dans d'autres jeux aussi, hein, ce système de manches un peu décalées. Moi j'aime bien, ça me fait penser beaucoup à Terra Mystica ou à Projet Gaia, dans ce système de on a une phase où on va avoir nos revenus, etc. Il y a un décalage aussi dans les manches. Alors, dans Projet Gaia et Terra Mystica, on passe et quand tout le monde a passé, on change de manche. Évidemment, hein, c'est pas un système décalé comme dans celui-là, mais dans le système de pensée. Alors, si j'écoute mon ami Youn, il me dirait que c'est parce que je suis un débutant et que donc je n'ai pas une vision à long terme de compréhension des jeux et que c'est pour ça que mon analyse n'est pas la bonne là-dessus. Et il a complètement raison parce que il a des milliers de parties et donc lui, il a une vision pour le coup beaucoup plus pointue. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression quand je joue à Nucleum en termes de sensations, et là je viens bien sur le terme de sensation, que ce soit dans ma manière de réfléchir le jeu, dans ma manière de appréhender les tours de jeu, ma manière de réfléchir, mes actions, la programmation, je suis exactement dans le même état d'esprit qu'en Terra Mystica. J'y vois exactement les mêmes choses, c'est-à-dire se dire, ok, manche 3, c'est là où je vais scorer, donc je vais tout préparer pour le moment où je score, le gros scoring. Dans Nucleum, j'ai un peu l'impression de faire ça. Il y a des fois, je fais des petites actions qui semblent anodines, qui semblent petites en termes de récompenses, etc. Mais en fait, je suis en train de préparer le moment où ça va payer. Je fais une préparation paiement, hein, pour ceux qui ont un peu fait de dramaturgie au cinéma, de scénario. Le fameux pay-in, pay-off. Ben voilà, je fais un peu ça, quoi. C'est mon fusil de Tchekhov personnel. Je le fais en début de partie, puis à un moment, hop, vous l'avez pas vu venir, mais il était là dans le scénario dès le début. Donc il y a un peu ce côté-là. Moi, j'y vois beaucoup. Donc très certainement, ça participe aussi au fait que je prends du plaisir au jeu, parce que je retrouve des sensations que j'aime beaucoup, mais à chaque fois que je joue au jeu, systématiquement, il y a un moment ou un autre, je me dis, tiens, c'est comme Terra Mystica. Alors ça n'a rien à voir, hein, en termes de aussi bien dans les mécaniques que dans ce que ça propose, mais en termes d'état d'esprit, etc. C'est intéressant parce que un jeu, c'est des émotions. Et donc, comme pour des films qui n'ont rien à voir en termes de genre, etc., on peut ressentir les mêmes émotions, être dans le même état d'esprit, etc. Moi, c'est le cas avec Nucleum et avec Terra Mystica, Projet Gaia. Donc je parlais de la fameuse recharge, ce moment où on va pouvoir récupérer des revenus, récupérer ses tuiles actions, etc. Quand les joueurs ont tous fait une fois leur action recharge, ça enclenche une étape de scoring intermédiaire.
quand on alimente nos bâtiments, ce qui est normalement censé être le but du jeu, alimenter nos bâtiments et récupérer, ouvrir de nouvelles centrales de nucléum, on va générer des étoiles notamment qui vont nous permettre d'avancer sur une piste de score. Là aussi, il y a un petit côté assez intéressant parce que on ne va pas pouvoir se positionner, on va déjà devoir claquer toutes ces étoiles évidemment pour se positionner. C'est un multiplicateur de scoring pour la fin du jeu, mais c'est aussi un multiplicateur qui est rangé par tronçon, qui fait qu'on ne peut pas se positionner plusieurs fois sur le même tronçon. Donc il y a un côté aussi de faire attention à quel moment va s'enclencher ce fameux décompte intermédiaire pour pas se retrouver dans une situation où on n'a pas assez d'étoiles pour aller dans un tronçon suivant, supérieur, et être contraint de se positionner sur un tronçon inférieur sur lequel on marquera moins de points. C'est ça qui est intéressant parce que, comme je le disais, c'est un rythme de jeu qui n'est pas structuré par des manches, et donc c'est là où on retrouve le côté... le meilleur des deux mondes, Luciani, Turczi, parce qu'on a... en fait, on doit optimiser chaque coup qu'on fait, chaque tour de jeu, sans connaître en fait le nombre de tours qui restent. Donc la fameuse planification. Donc c'est ça qui est vraiment... qui fait la force du jeu. Hein. Pour moi, vraiment, c'est les deux jambes d'un même bonhomme, mais qui amènent un jeu très intéressant. Si on revient aux tuiles double face, donc rien à voir avec un mec qui lance des pièces d'un côté et qui joue au hasard, parce que là si vous jouez au hasard, là pour le coup vous allez perdre la face, c'est pas pareil. Ces tuiles double face vont nous permettre donc de prolonger le réseau, soit d'aller se positionner sur des villes, de faire des ponts entre deux villes, donc de relier des villes entre elles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des couleurs sur les extrémités de nos tuiles, qui vont nous permettre, en fonction si les couleurs correspondent aux villes, de pouvoir faire des actions. Donc on ne va pas pouvoir positionner n'importe quelle tuile. Tout à l'heure, je disais que quand on se sépare d'une tuile, on ne la reverra plus. Donc il y a aussi parfois une contrainte de j'ai absolument besoin de relier telle ville, d'avancer mon réseau, parce que sinon je ne peux plus me développer. Je dois me séparer de cette tuile-là, parce que c'est celle-là qui me permet de profiter d'une action bonus, et en même temps, je perds cette action-là peut-être définitivement, il faut que j'aille en récupérer d'avance. Donc tous ces dilemmes-là, je trouve, sont extrêmement stimulants, sachant que si c'est un tronçon de rail de plusieurs tuiles, et qu'il y a déjà une tuile d'un adversaire, on va pouvoir aussi lui prodiguer, si on a les bonnes couleurs, etc. Lui-même, il va pouvoir profiter de ses actions à ce moment-là. Donc, c'est tout un dilemme en permanence qu'on se pose, qu'on doit réflexionner. Hein. Donc ce système, en fait, il est vraiment... il permet de connecter intelligemment les réseaux aussi bien entre joueurs. Donc parfois, on est obligé de collaborer, à contre-cœur, évidemment, mais en toute bienveillance, évidemment. Mais on collabore implicitement, mais on permet aux autres de profiter des combos tout en nous-mêmes nous positionnant pour marquer notre influence. Je parlais d'un jeu de réseau, d'une construction d'un réseau, et c'est là pour moi le gros défaut du jeu, en tout cas le gros défaut en termes de promesse, c'est que je n'ai pas l'impression de jouer un jeu de réseau. En fait, il faut voir le réseau de deux manières différentes. Il y a notre réseau personnel, c'est-à-dire tous nos rails, tout ce qui est connecté avec nos bâtiments, nos rails et qui nous appartient, qui est notre réseau personnel. Et ensuite, il y a le réseau qui court parmi tous les bâtiments et les rails de tous les joueurs. Pour faire simple, pour utiliser l'électricité, c'est le réseau commun. Donc je peux très bien aller chercher, utiliser les centrales, les réacteurs plutôt des adversaires. Je peux aller chercher aussi du charbon du moment que leur réseau est activé, mais il faut que ce soit évidemment, quand je pose mes bâtiments, etc., il faut que ce soit dans mon réseau à moi. Pourquoi je dis que c'est un peu là-dessus que ça pêche, c'est qu'en fait, moi, sur toutes mes parties, je n'ai jamais été vraiment contraint par le réseau. Alors certes, en début de partie, c'est le cas, mais très vite, en fait, et je pense que là, on est sur une deuxième... tout à l'heure, je parlais de
du jeu qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire il faut toujours récompenser des bonbons à toute heure, du grignotage permanent, voilà, on va appeler ça manger 5 fruits et légumes par jour. Bon, bah, c'est pas dans la doctrine des jeux du moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'y peux rien. On a beau le marquer partout, les gens n'écoutent pas. Ça grignote, ça grignote. Bon, bah, c'est un jeu où on grignote. On grignote tout le long de la partie, des petits points par-ci, des petits points par-là, des petites ressources par-ci, des petites ressources par-là. Bon, bah, ça, c'est dans l'air du temps. La deuxième chose dans l'air du temps, c'est qu'on te dit, c'est un jeu de réseau, c'est un jeu, donc la contrainte du jeu va être basée là-dessus, et comme tous les jeux du moment, on peut parler On Mars, on peut parler de ce que vous voulez, on casse très vite les contraintes du jeu. Il n'y a plus de contraintes. Et ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose dans l'air du temps, je ne sais pas pourquoi les auteurs, les autrices, arrêtez de faire ça, nom de Dieu. Si vous nous mettez des contraintes, respectez-les, alimentez vous-même. Pour un jeu Nucleum alimenté, c'est ce qu'il y avait de mieux. Quoique le grignotage aussi, finalement, ça allait bien. Et bref, donc en fait, très vite, on se rend compte que ce réseau n'est pas vraiment une contrainte. D'ailleurs, très vite, on va pouvoir récupérer des capacités, des compétences qui nous permettent d'aller au-delà du réseau, de construire en dehors de notre réseau, de s'adjoindre même. Je disais, on peut utiliser les réacteurs de nos adversaires. Parfois, on en a besoin. En réalité, très vite, on peut s'en passer aussi. Il m'est arrivé sur certaines parties qu'on n'utilise jamais mes réacteurs ou que moi, je n'utilise jamais les réacteurs. Il m'est arrivé aussi, avec certaines parties, d'utiliser quasiment, je dis bien quasiment, pas tout le temps, mais une bonne grosse partie du pétrole, j'allais dire, du charbon, sans passer par le nucléum. Ou en tout cas très tardivement dans la partie. Donc en fait, tout ce qui fait l'intérêt du jeu, en tout cas en termes thématiques et en termes mécaniques, en fait, n'est pas là. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait exprès de le présenter comme un jeu de réseau, un jeu de stratégie de réseau, alors qu'en réalité, c'est juste un jeu, on va dire, c'est une cascade d'actions. Alors certes, c'est jubilatoire, c'est ça qu'on veut, mais c'est pas un jeu de réseau. C'est pour ça que j'ai été très surpris et même très décontenancé, puisqu'une fois que j'ai fait quelques parties, je me suis un peu intéressé à ce que les autres, les compères, les collègues, voire les concurrents sur le net disaient de ce jeu, et tout le monde parlait de barrage par-ci, barrage mes couilles, barrage... Pardon, excusez-moi pour le langage. Bref, ça n'a rien à voir. Barrage, enfin, je ne comprends pas comment on peut même, à un moment... Alors certes, il y a un auteur à un moment, ok, son nom est sur les deux boîtes. Et putain, il faut plus que ça quand même pour faire des liaisons. Ok, personne ne fait la liaison avec Terra Mystica, peut-être que c'est moi qui divague aussi. Très bien, j'assume, ça n'a rien à voir. Malgré tout, ce système d'action imbriqué les uns dans les autres, c'est clairement la réussite du jeu. C'est ce qui fait que ce jeu est vraiment très agréable. Je le disais, il y a un côté jubilatoire. C'est un jeu à tempo, hein, comme peut l'être Terra Mystica, comme peut l'être des Great Western Trail, etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi... c'est pas facile d'accès. Ça demande un investissement, ça demande une expérience aussi de jeu, de rejouer. Et moi, c'est ce que j'aime dans un jeu. Je dis toujours, pour moi, ce qui fait qu'un jeu est intéressant, c'est qu'en cours de partie, on se projette déjà sur les parties suivantes. On est déjà en train de voir soit ce qu'on a raté, soit ce qu'on pourrait essayer de différent, etc. Donc l'expérience d'apprentissage, c'est quelque chose de, en tout cas, très stimulant aussi. Certes, il y a pas mal de charges cognitives, notamment sur la première partie. D'abord parce que, je disais, il y a le fameux coup de la recharge, là où on récupère les ressources, etc. Ce qui est assez, parfois assez étrange, c'est que dans le jeu, quand on gagne des ressources, quand on gagne de l'argent, des ouvriers, etc., parfois on ne les gagne pas directement. En fait, on gagne sur une piste qui va être justement le moment où on récupérera nos revenus. Donc je reviens à cette idée de tempo, à cette idée de planification qu'on retrouve, hein, ça c'est l'école italienne, italiano. Donc oui, il peut y avoir un peu de confusion au début, on peut être un peu perdu par tous ces symboles. En réalité, ça rentre très vite parce que l'iconographie, pour le coup, est assez bien faite, même si elle semble un peu foisonnante. Il y a ça, il y a quand même ce défaut, hein, je l'ai dit, hein, de certaines actions qu'il faut connaître par cœur. Ça reste un jeu
ce qu'on appelle old school quand même là-dessus. C'est-à-dire que même s'il est dans l'air du temps sur plein d'aspects, l'aspect grignotage, etc., il assume aussi le côté, ok, si tu veux y jouer, tu vas faire un petit effort quand même. Bon, ça reste sympa. Alors certes, pour certains, ce sera peut-être une première partie ou des premières parties un peu laborieuses. On pourrait dire que c'est un peu un défaut, hein. Moi, je trouve pas, mais je peux bien l'entendre, quoi. En tout cas, sur la durée, pour l'instant, je sais plus à combien de parties on en est. Je dirais presque une dizaine, je pense. Je trouve qu'il y a toujours une profondeur stratégique. À chaque fois que j'y rejoue, je vois des nouvelles choses, je reprends du plaisir à le faire, etc. Donc, je pense qu'il y a de quoi encore poncer le jeu avant d'en faire vraiment le tour. Le jeu de base se suffit à lui-même. Alors, j'ai joué à 2 extensions pour l'instant. J'ai fait l'extension avec les personnages, je sais plus comment elle s'appelle, Patron, je sais plus. Donc la mini-extension avec les personnages. Ce qui me permet de dire que c'est un des défauts du jeu. On parlait de son thème, qui pour moi, du coup, est vraiment le point faible, hein, c'est là-dessus que c'est raté. On est censé incarner donc des capitaines d'industrie, et finalement on n'incarne rien, puisque on va avoir le choix entre 4 profils de jeu, qui vont être A, B, C ou D, ce qui est complètement dommage de ne pas avoir incarné ça par un personnage, pour rendre l'immersion un peu plus forte. Là, pas du tout, c'est vraiment, bon, ben, moi je vais essayer A, puis tiens, sur cette partie, j'essaierai le profil B, qui correspond donc à un départ de la symétrie dans les actions, les bonus qu'on va percevoir. La mini-extension, justement, amène des portraits de personnages. On pourrait se dire, tiens, ils ont vu qu'il y avait un défaut, ils tentent de le compenser. Que nenni, c'est juste un bonus supplémentaire, c'est-à-dire que le personnage est associé à un bonus dans le jeu, c'est-à-dire en gros, de mémoire, c'est on dépense des points de victoire contre un bonus, une seule fois dans la partie. Voilà, donc c'est encore un petit coup de boost une fois de plus pour compenser. Ça vient soit te remettre un petit coup de boost à un moment de mou dans ta partie, soit si tu as pris un moment, un mauvais départ, boum, c'est le fameux comeback, comme je disais, donc ils ont rajouté encore, pour moi ça vient plutôt pallier une faiblesse, mais bon bref, ça c'est mon point de vue. Malgré tout, ben, on pourrait se dire, tiens, ils viennent corriger ça, et non pas du tout, on n'incarne pas, puisqu'en fait le personnage, il ne sert à rien, on l'incarne pas plus. Ce qui est vraiment dommage hein, là-dessus, et pour moi c'est la grosse déception, la vraie grosse déception, c'est que non seulement le jeu n'utilise pas, enfin, il met des choses, je disais, il est old school là-dessus, en fait il a le cul entre deux chaises. Mécaniquement, il va aller chercher des... comment dire, il va répondre aux attentes des joueurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire ces petites récompenses en permanence, le fait qu'on fasse toujours quelque chose, le comeback, etc., etc. Et de l'autre, il est un peu old school dans son côté, bon, bah, il va falloir que tu t'y mettes si tu veux vraiment profiter du jeu, même dans sa direction artistique, qui pour le coup est vraiment dégueulasse, hein, vraiment. Alors là, je sais pas si c'est une histoire de goût ou pas, mais on va se dire que ça donne pas du tout envie, ce verre, etc., ce verre nucléaire, quoi, nucléum, qui ressemble vraiment, on a l'impression de voir le verre un peu fluo des Simpsons, quoi, de l'atomique, là, de comment elle s'appelle, la pile atomique chez Homer Simpson. Non, mais c'est vraiment dommage, et même entre la couverture, qui, certes, je la trouve vraiment pas belle, mais qui raconte quelque chose. J'ai expliqué, hein, le premier plan, à l'arrière-plan, on a le nucléum, on a la centrale nucléaire. Au second plan, on a l'ouverture, donc l'inauguration avec Eva, dont j'ai oublié le nom là maintenant, qui montre ça, et ensuite on a tout le peuple qui est là et qui applaudit, etc. Donc on se dit, ok, la couverture, même si elle est vraiment moche en termes de design et de colorimétrie, elle raconte quelque chose. Elle a une vraie promesse pour le coup, il y a une vraie construction graphique, etc. Donc elle est réfléchie là-dessus, qui n'est pas du tout dans le jeu.
on n'incarne rien, on incarne A, B, C ou D. Donc ça, pour moi, c'est très décevant, parce que j'estime qu'aujourd'hui, on sait faire. On sait trouver, une fois de plus, il suffisait de mettre un personnage, le nom d'un personnage, quitte à ce que ce soit recto verso pour mettre homme-femme, par exemple, ou non-genré, ce que vous voulez. En tout cas, il y avait moyen de faire des peuples, de faire des capitaines d'industrie, etc. Donc là-dessus, je trouve très très décevant de ne pas avoir poussé, alors que le côté plus mécanique, et on l'a vu, hein, entre les deux univers, en plus des deux auteurs, c'est très bien retranscrit, et majoritairement très réussi, très stimulant. Enfin, moi, je prends énormément de plaisir. Attention, qu'on se le dise. Si on me demande mon goût personnel, je trouve que je me régale. Maintenant, je suis déçu. Je trouve que ce jeu est décevant, justement, entre sa promesse et la réalisation de sa promesse. Pareil, en termes de thématique, on a quand même... on a quand même un sujet... on se dit, super, on parle de révolution industrielle, nucléaire, et comme ça s'appelle pas nucléaire, mais nucléum, on peut se dire, tiens, il y aura peut-être un propos derrière. Pareil, il n'y a aucun propos. Alors, c'est assumé, hein, quand on va lire c'est pas un journal d'auteur de Turkcy, mais je vous mettrai le lien en description. Il a répondu à des questions sur Reddit, c'est là où souvent il répond à des questions, et donc il y a des gens qui ont posé des questions sur la réalisation du jeu, etc. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu vous donner quelques infos tout à l'heure, sur qui a fait quoi dans le jeu. Donc c'est assumé, hein, mais je trouve que aujourd'hui, ne pas avoir de propos, c'est déjà un propos, pour moi. Ne pas se positionner, ne pas faire en sorte d'inclure des éléments de game design qui nous permettent de réfléchir le monde. Je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent se positionner dans un sens ou l'autre, mais nous remettre encore une fois dans du capitalisme, dans toujours cette même vision du monde. Alors peut-être que c'est la leur et peut-être qu'ils aiment ça, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'en fait il y a un propos qui est celui-là. Mais je trouve vraiment ça dommage de proposer une uchronie qui finalement ne raconte rien de différent. Elle ne nous dit pas, elle ne nous met pas en garde, elle ne nous met... on peut utiliser le charbon, ça n'est pas négatif. En final, le nucléaire non plus, l'alimentation non plus. Enfin bon, bref, cette course à être le plus riche, être le plus fort, etc. Bon, ben là-dessus, je trouve que c'est vraiment décevant. Et pour moi, ça fait partie des choses qui... Alors, peut-être que dans les choses qui pourraient dire, on peut dire que parfois il y a du downtime. Parfois, il faut attendre un peu son temps entre les tours de jeu, en fonction du nombre de joueurs. Moi, je trouve que ça va. C'est encore dans un downtime acceptable, mais parce que je considère que le temps de réflexion, le temps de parole qu'on peut échanger autour de la table, la dynamique sociale fait partie du jeu de société et que donc c'est pas forcément négatif quand ça reste un temps correct. Et je trouve que pour ce jeu, le temps de downtime est nécessaire parce qu'il y a une partie, comme on l'a dit, on va pas se répéter 1000 fois, mais même si on va le répéter, il y a une partie au long cours et une partie à court terme, donc il n'y a pas le choix, il faut réfléchir. Et donc plus 4, forcément, le temps que ça revienne à nous, on a le temps de mourir. Et ben on a le temps de discuter aussi. Et je trouve que cette dynamique sociale, elle est importante parce qu'on peut discuter du jeu, on peut vraiment réfléchir ensemble, réfléchir à haute voix, ça c'est très agréable, etc. Peut-être qu'aussi, dans les petits défauts, c'est le score, le calcul de score à la fin, ce système de score un peu confus, je trouve. Voilà, il y a un petit côté comme ça, même s'il y a plein de manières de multiplier les sources de points. C'est pas une salade de points, parce que j'irai pas jusque-là, mais il y a des objectifs intermédiaires, il y a les contrats, il y a avoir des majorités sur certains éléments, etc. Le décompte final, c'est un peu trop. Malgré tout, ça reste quand même, et ça c'est quelque chose que
à titre personnel, j'aime. Je sais pas si c'est bien pour tout le monde, mais moi j'aime bien ce côté aussi surprise à la fin d'un jeu. J'aime pas trop savoir si j'ai perdu ou gagné trop à l'avance. Alors il y a des fois, bon, bah, c'est inévitable, hein, quand on a beaucoup trop de points de retard, c'est mort. Mais j'aime bien ce côté où à la fin, ah mais alors j'ai ça, moi j'ai fait 30 là, toi t'as fait 20. Voilà, j'aime bien un petit peu ce côté-là, même si ça reste parfois un peu chiant à comptabiliser sur la table. Donc qu'est-ce qui est vraiment décevant? Bah, je reviens à ce thème uchronique, hein, qui reste vraiment en arrière-plan. C'est une toile de fond esthétique, hein, en réalité, mais ça n'est pas retranscrit dans des mécaniques narratives. Elles y sont, hein, les mécaniques narratives, puisqu'on est dans un pur jeu de stratégie économique, hein, du capitalisme, comme on connaît bien, voilà, exploitation de réseaux électriques classiques, de réseaux personnels et de réseaux des autres, etc. Donc elle y est, la mécanique narrative, mais elle aurait dû être, en fait, liée à la thématique. En fait, le jeu, il n'est pas sorti en 1999 ou 2000. Il est sorti en 2023, dans un contexte climatique que nous connaissons tous. Donc, célébrer de manière débridée l'énergie nucléaire dans un contexte d'industrialisation galopante, c'est pas anodin, en réalité. Enfin, moi, je pense qu'on peut se demander pourquoi le jeu n'apporte pas une réflexion, même légère, hein, sur les enjeux que ce choix technologique impliquerait, en réalité. C'est une uchronie. Donc certes, c'était parce qu'on avait envie de parler, de faire ça à l'époque victorienne, etc. Pourquoi ne pas avoir poussé plus loin? Je pense que en 2023, 2024, 2025, on ne peut plus rester neutre, rester que dans le ludique de son uchronie. Si le nucléaire, c'est juste du super charbon, une ressource miracle qui alimente les usines efficacement, sans contrepartie apparente, je sais pas, il n'y a pas de radiation, il n'y a pas de risque lié aux déchets qu'on connaît, il n'y a pas non plus, je sais pas, de contrepartie négative pour avoir utilisé du charbon, trop, pas assez, j'en sais rien dans le jeu, etc. Donc certes, c'est un univers parallèle où l'atome est entièrement maîtrisé et bienfaisant, hein, il ne pollue pas. Ça reste quand même une vision idéalisée du progrès. On est dans l'optimisme d'une révolution industrielle. Oui, ok. Malheureusement, on n'est plus dans les années 70-80 où on pouvait encore dire « Ouh là là, ça va être génial, la centrale Tchernobyl avant qu'elle pète, quoi. » Non, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de parler des implications environnementales. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'à la fin d'une partie d'un jeu comme Nucleum, on se dise « Ouh là là, je vais arrêter de faire couler l'eau, ou je vais arrêter d'utiliser ChatGPT à tout bout de champ pour sauver la planète. » C'est pas ça que je suis en train de dire. Je parle d'un propos, je parle pas d'un jeu militant, hein, ce n'est pas la même chose. Je parle juste d'avoir un propos cohérent entre les mécaniques, la narration que l'on met dans notre jeu, son thème, et les émotions qu'on fait vivre aux joueurs, etc. Le game design, il n'est pas au début maintenant. On l'a suffisamment travaillé, on a suffisamment de regard là-dessus. Et même nous, en tant que joueurs et joueuses, on a aussi un point de vue là-dessus. On commence à connaître un peu le game design, etc. Donc, on aurait pu aller plus loin, je pense. Parce qu'il y a déjà des choses, par exemple, quand on utilise le charbon dans le jeu, il y a une sorte de dynamique des prix, c'est-à-dire plus on utilise le charbon et plus les prix augmentent. Donc, il y a une fluctuation des prix. Donc on aurait pu, en fait, ils auraient pu pousser plus loin la réflexion. Voilà. En tout cas, avoir une réflexion éthique sur le jeu. Une fois de plus, je parle de propos et pas de propagande. Hein. C'est-à-dire que on pouvait faire le choix de ne pas être éthique dans le jeu. Là, le jeu ne nous propose pas, en fait. Ne nous met jamais dans cette situation émotionnelle ou même de réflexion
quand bien même on ne l'utilise pas, elle ne nous est pas permis, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment le point faible du jeu. Nucleum est politiquement et écologiquement neutre. Voilà. Alors, on pourrait me dire, c'est pas nécessairement négatif. Tous les jeux ne doivent pas faire passer des messages, etc. Une fois de plus, il y a un discours contemporain. Le jeu est aujourd'hui, il est dans notre monde, il n'est pas en dehors du monde. Alors je sais que il y a beaucoup de joueurs qui veulent, quand ils se mettent autour d'une table, sortir du monde actuel. Oui, oui, à la limite, mais ce jeu-là, il est bien produit dans notre monde et il se propose à nous. Et nous sommes de ce monde-là. Donc, ce débat-là, ce discours contemporain sur l'énergie nucléaire, sur le climat, oui, certes, c'est un discours où on peut avoir des points de vue différents. C'est pas le problème, en fait, du jeu. C'est plutôt, ce qui est gênant, c'est que parce que je dis le jeu n'a pas de propos, le jeu a un discours, le jeu a un propos, hein, puisqu'il dit nucléaire c'est cool. C'est cool et c'est productif et il faut le faire, c'est ça qui va alimenter tout le monde, etc. Donc il a quand même un propos sous-jacent qui pour moi est plutôt un propos classique et revu. C'est pour ça que je dis que c'est raté. C'est parce que une uchronie, on revient au début de la vidéo, c'est du et si. Et si finalement c'était la même chose. C'est dommage. Après, j'entends peut-être que les auteurs, l'éditeur, j'en sais rien, ne veulent pas coller à la réalité. Ok, pourquoi pas. Ça reste un très bel, j'allais dire, outil ludique. Ça reste un casse-tête satisfaisant, Nucleum. On passe son temps à bien réfléchir. Il a quand même sa propre identité en termes de planification d'action, etc. Donc, je ne dis pas que le jeu est raté, hein. Au contraire, je trouve que c'est un bon jeu. Nucleum est un bon jeu, mais ce n'est pas un grand jeu.